Et bonjour à tous, bienvenue sur ce deuxième live crypto du Blast Club. Donc moi c'est Antoine, j'ai le plaisir d'être membre du Blast Club et aujourd'hui je co-anime ce live avec Benjamin. Benjamin qui est Bonjour à investisseur tous. crypto. Bonjour à tous. Investisseur crypto, pour la plupart vous le connaissez déjà. C'est lui qui a la chaîne Crypto Liberté sur YouTube, donc vous pouvez aller faire un petit tour là-bas sans problème. Petite chaîne, hein. Petite chaîne YouTube mais très performante. Aujourd'hui ensemble, on va réaliser un petit live de 40 minutes qui sera rediffusé. Et après, pour ceux qui veulent, on pourra rester un petit peu plus longtemps pour se faire ensemble des échanges tranquillou. Vous m'avez envoyé énormément de questions, donc le but c'est de revenir dessus. Avant ça, j'aimerais que Benjamin réponde à trois questions qui vont nous mettre vraiment dedans. Quel est l'état du marché actuel? Qu'est-ce que le swing investissement? Et Ouais. pourquoi prendre des profits et quand? Yes, c'est un peu dur. Quel Ah est ouais. l'état? Qu'est-ce que le swing Ouais. invest? Pourquoi prendre des profits? Bon, bonjour à tous. Tu me les répéteras au fur et à mesure, hein. Je vais en répondre à la première. Yes, yes, pas de problème. Bonjour à tous. Alors avant qu'on commence, voilà, Antoine m'a présenté. Je vous laisse aller voir la chaîne. Je vais pas m'éterniser là-dessus. Vous allez voir la chaîne Crypto Liberté Benjamin. Vous prendrez la température de ce que je fais. Et moi, je suis pas là pour donner des leçons aux gens. Je suis là pour partager ma vision. On sera pas forcément d'accord. D'ailleurs, celui qui a la vérité dans ce marché, c'est un menteur, parce qu'il n'y a pas il y a pas de vérité, personne ne sait. On peut juste gérer son risque à l'instant T, c'est tout ce qu'on peut faire. Même si on a des projections qu'on peut potentiellement anticiper par rapport à ce que nous montre le marché dans le passé. Voilà. Donc la première question c'était quel est l'état du marché en ce moment. Yes, quel est l'état du marché en ce moment? Voilà, et tout ce que je dis me regarde à moi. Faites-vous votre propre avis, hein. C'est un petit disclaimer, mais c'est pas pour me protéger, c'est parce que je suis pas Madame Irma. C'est ce que je vous dis souvent. Alors, l'état du marché, je pense que le marché il est haussier depuis l'affaire FTX. Pensez à couper les Euh, caméras, les gars, s'il vous plaît. Depuis l'affaire FTX, le marché est haussier. Ouais, il y a quelqu'un qui vient d'arriver, je te vois, tu apparaîtras à l'écran. Hein, y a pas de souci, ok. L'état du marché il est haussier depuis l'affaire FTX. Et puis, c'est facile de le constater maintenant. C'était plus dur de prendre le risque avant. On avait une perception du risque, et c'est l'histoire des marchés financiers. Les bottoms se font dans des moments où on a la perception que c'est très très risqué, parce que la news est très négative, etc. dans ces moments. Alors est-ce que c'est parce que la news est négative ou l'inverse? On n'en sait rien. Le fait est que voilà. Et aujourd'hui, on peut constater qu'il est haussier. Tout le monde commence à s'accorder à dire qu'il est haussier. Pour moi, l'état du marché, il est très risqué et haussier. C'est-à-dire qu'on arrive sur des niveaux où on peut constater que le point bas est dessous nous. Maintenant, on peut s'accorder à le dire. On ne sait pas jusqu'à où ça va monter, c'est ça qui est paradoxal et qui est terrible pour l'investisseur qui vient d'arriver. On constate que c'est haussier, mais on constate que c'est très risqué. Et moi, j'essaie de jouer quand j'ai la statistique, c'est-à-dire le marché haussier avec moi, mais aussi le risque. Et là, pour moi, on est sur un niveau quand même où l'épée de Damoclès peut retomber, mais si tout le monde l'attend, elle tombera pas. Ça fait beaucoup de si, mais voilà. Ça, c'est pour la première question. Ensuite, c'était quoi le swing Qu'est-ce invest? que le swing invest? Est-ce que tu peux nous montrer sur un graphe aujourd'hui Ou alors, soit sur je te le montre parce que je l'avais fait la dernière fois, soit je peux rapidement le réexpliquer plus rapidement, hein. Ouais, plus rapidement, mais peut-être avec le Allez. graphe, parce qu'avec le graphe, pour le Bon, coup, ok. ça parle un peu Ok, aux gens, et ok. même ceux qui maîtrisent pas le côté crypto, ça les intéresse de comprendre un peu que Bon. le fonctionnement global. Bon, je le fais rapidement, donc ça c'est pour tout à l'heure. Suivi marché, allez, on va prendre celui-là. Je vous le fais simplement. Le swing invest, bon là j'ai pris le Bitcoin sur un long terme, donc j'ai pris un trimestriel, c'est-à-dire que chaque bougie est égale à un trimestre. Bon, euh, on s'accorde à dire que ce marché il est haussier, ce que je vous disais tout à l'heure, parce qu'on fait, bon, tout le monde connaît bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas est ici. Alors jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant notre point bas il est ici. Voilà. Jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire qu'à tout moment, on peut se diriger ici, mettre une clôture trimestrielle sous ce niveau, et puis voilà, terminer. Pragmatiquement, aujourd'hui, si on pense qu'on va faire des plus hauts, moi, c'est pas parce que je fais de la religion, comme je dis souvent, c'est parce que ce graphique, si on joue pas la hausse dans un marché comme ça, ben, autant aller jouer aux billes, quoi. Ça sert à rien de jouer à autre chose, quoi. Je veux dire, on peut que anticiper là un nouveau plus haut. Mais pour autant, voilà, donc ça c'était pour commencer pour vous dire pourquoi moi je parle de plus haut. Pas parce que j'y crois et que je suis un serial convaincu des cryptos. Non, j'aime bien les cryptos, mais je constate qu'on devrait aller faire des plus hauts. C'est ce que me dit ce marché, jusqu'à la preuve du contraire. Le swing invest, c'est de constater que je m'adresse du coup aux investisseurs. Hein. Il y en a beaucoup qui des fois disent ouais, il trace des trades, donc il fait du trading. Non, ça n'a rien à voir. Le trader, c'est celui qui prend les décisions. C'est un trader, c'est pas celui qui trace des traits, qui fait des triangles, qui a l'air intelligent. Ça, tout le monde sait l'apprendre, tout le monde sait le faire. Le trader, c'est celui qui va
prendre des décisions court terme et qui s'en fout de la valeur d'un actif quand il prend une décision. C'est-à-dire que un trader, il s'en fout s'il achète quelqu'un qui dit ouais j'achète du Bitcoin, là il est à 51 000, est-ce que tu crois que ça vaut le coup? Celui qui pose cette question, il n'est pas trader. Pourquoi? Parce que l'investisseur, il va s'intéresser à la localisation. J'introduis rapidement, mais c'est important. Il s'intéresse à où est-ce qu'il est investi, parce qu'il a pas envie d'acheter cher. Il aimerait acheter bas et vendre haut. Le trader, il s'en fout. Il achète un point A, il sort un point B. Il s'en fout du prix. Donc c'est là déjà que vous allez avoir une aiguille. Est-ce que vous êtes trader ou investisseur? Mais les deux peuvent tracer des traits et gérer un risque. Il n'y a pas de problème. Donc le swing invest, en fait, c'est de constater que ce marché, il est haussier, oui. Mais pour autant, faire du holding, du DCA, même en tant qu'investisseur, et c'est pour ça que j'ai appelé le swing investisseur, c'est entre le swing trading, c'est un clin d'œil à ça, c'est entre le swing trading et l'investissement, c'est que j'essaie d'investir, mais sur des cycles. Parce que ce qu'on peut constater, c'est que bottom top ici, bon ça c'était le cycle de 2015 à 2017, 12 000% sur le Bitcoin. Le tout premier là, bon encore plus, c'était pire, hein, c'était voilà 500, non, donc 52 000%. Et le dernier là, si on prend le crash mars 2020 au top, 1600%, ok. Par contre, ce qu'on s'accorde à dire à chaque fois, c'est que premier cycle, bear market moins 86%, je vous laisse calculer, ça fait mal, hein. Moins 86, second moins 84, et troisième, pardon, moins 77 sur le Bitcoin. Alors ça tend à une asymptote, la courbe, hein, c'est normal, mais le swing investissement, en gros, c'est, je suis investisseur, mais je suis pas là pour jouer à Madame Irma, je suis là aussi pour me récompenser sur des cycles, prendre des profits, parce que j'ai pas envie par de la croyance et du j'y crois, je veux pas lâcher, me bouffer des moins 80, moins 90%. Alors je vous dis pas que c'est facile, ça sera forcément plus difficile que de holder, mais avec une méthode de gestion de risque bien gérée, voilà, et en contrôlant un peu quand même ses émotions, de pas vouloir trop réinvestir trop vite, bon. Bref, on va pas rentrer dans le détail. C'est ça le swing investissement. C'est maximiser son profit par de la prise de profit et éviter de holder en arrivant, c'est dur, à lâcher prise. Et des fois, en se disant, voilà, le cycle, il est passé, je suis arrivé peut-être en retard, tant pis, le prochain, il sera pour moi. Mais maintenant, le risque est trop élevé. Voilà, en constatant le présent. Voilà, c'est... Et la troisième question, excuse-moi, c'était? Ouais, la troisième, elle arrive maintenant. Donc là, tu nous dis que ça monte, ça monte, ça monte. Donc quel est l'intérêt de prendre des profits et quand est-ce qu'on les prend? L'intérêt de prendre des profits, c'est que on constate que dans une tendance haussière, je le fais simplement, hein, dans une tendance haussière, voilà, haut, bas, haut, bas, haut, bon allez on va dire bas, et on dit qu'on est là par exemple. Non, on n'est pas là, excusez-moi, admettons bas, voilà, et on dit qu'on est ici. Bon, dans une tendance haussière, ce que je vous disais au début, on s'accorde à dire que normalement, le but du marché, tant qu'il ne nous prouve pas le contraire, c'est-à-dire ça, tant qu'il vient pas casser un niveau comme celui-ci, voilà, l'objectif, c'est normalement d'aller chercher ce niveau plus haut ici. Pas de souci. Par contre, dans une tendance haussière, bon, je rentre pas dans le détail, hein, mais en général, on dit qu'on buy les dips, on achète les bottoms, on achète les creux, et on vend, on essaie de vendre, on vend les résistances. Ouais, le top, il est dur à vendre, mais on vend les résistances. Et là, on s'accorde, je le fais simple, hein, pour pas que ce soit trop compliqué. Mais j'ai bien compris. Ce que je veux vous dire par là, c'est que on s'approche maintenant du prochain top. C'est très rare qu'on break une résistance d'un coup, ok? Alors, voilà, je vais bien expliquer le truc là. En trimestriel, c'est possible que là on ait une bougie qui break, mais si vous voulez, dans cette tendance ici, si je la sous-découpe, par exemple en semaine, il y a des creux. Si je parle par exemple ici, voilà, ça a l'air petit maintenant ici, mais de top à bottom ici, moins 40% sur le Bitcoin. Je vous laisse vous dire ce que ça va donner sur vos alts. Ok, par ici, moins 30%. Bon, très bien. Ici, je crois que c'est pareil. Hop, excusez-moi, qu'est-ce que j'ai fait là? Ouais. Non, j'ai pas pris le bon niveau. Voilà, moins 35. Bon, bref. Et moi, dans le cycle précédent, hein, il y a plein de niveaux où, par exemple, ici, on s'était bouffé. Bon, là, c'est moins 20. Peut-être je l'ai mal pris. Mais en gros, vous avez toujours des corrections. Et ce que je veux vous dire par là, c'est qu'en weekly, on sait pas où est le top, mais on sait qu'au bout d'un moment, on risque de bouffer potentiellement un creux. Et comme on joue pas à Madame Irma, la question c'était quoi? C'est pourquoi on prend des profits maintenant? Pourquoi les prendre et quand? Ben parce que dans cette... Voilà, alors, je conclue avec ce que j'étais en train d'introduire. Hop, dans cette tendance haussière que je vous ai dessinée tout à l'heure, ici, là, hop, voilà. On ne sait pas où est le top, mais on sait que le creux, on le constate, il est ici. C'est-à-dire, il est ici. Voilà. Et donc, au plus, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au plus ça va monter,
au plus on se rapproche statistiquement du top, même si on sait pas où il est, et donc au plus c'est risqué. Donc tout simplement, au plus le risque s'intensifie, au plus moi je vais me dérisquer, c'est-à-dire prendre des profits. Alors ça veut pas dire sortir totalement du marché, laisser courir une partie des gains, peut-être laisser, parce que je vous le rappelle, dans un marché haussier, il faut pas non plus lutter, c'est-à-dire que tant que le marché il est haussier, c'est des grandes phrases que tout le monde connaît, hein, ceux qui gagnent beaucoup, c'est ceux qui arrivent à couper très vite les pertes, rationnellement, et ceux qui arrivent à laisser courir les gains. Donc je vous dis pas de tout vendre, mais je vous dis qu'au plus ça va monter, au plus ça va être risqué. Et là, en termes de structure, on voit très bien que le bottom est ici. Va-t-on avoir une correction ici, mais rationnellement ici, et je termine avec ça, hein, et après on passe à la suite. Là, je suis passé en mensuel, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à un mois. Celui qui voit ça et qui vous dit vas-y, n'importe quoi, il faut acheter du Bitcoin, très franchement, selon mon point de vue, c'est quelqu'un qui gère pas bien son risque. Pourquoi? Parce que moi, je peux pas faire rentrer quelqu'un après une hausse depuis l'affaire FTX sur un actif de 250%. Oui, demain, il va en faire 600 ou 700. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, tu joues au gambler. C'est-à-dire que ici, tu vas rentrer, tu vas serrer les fesses. Et tu vas dire, ouais, et tu vas stresser, tu vas regarder ton portefeuille tout le temps. Pourquoi? Parce que tout simplement, et moi, je vais essayer de l'expliquer pragmatiquement, parce que là, sinon, on est dans le fictif. Tout simplement parce que dans cette tendance haussière ici, voilà, boum, boum. À tout moment, on peut se prendre un retracement de cette manière, qui est totalement logique hein, sur la structure, il n'y aurait pas de problème. Et ça veut dire que acheter ici, là où on est aujourd'hui, je vous dis pas, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de, chacun fait ce qu'il veut, mais il faut être conscient qu'en tant qu'investisseur, puisqu'on regarde, on n'est pas trader, on va pas regarder les graphiques très court terme. 60% là. Tu dois, si on revient ici, tu te risques à un moins 46% qui t'interdit de sortir. Pourquoi? Parce que si tu sors ici, en gros, tu es en train d'acheter les tops de tendance, de sous-tendance, hein, et tu es en train de vendre les bottoms de sous-tendance. Donc si en gros, tu achètes ici, pour résumer, il faut être prêt à ne pas craquer avant que le marché te donne un signal, une clôture sous ce niveau-là. Parce que là, pour le coup, si on venait clôturer sous ce niveau en long terme monthly, par exemple, en mensuel, là, effectivement, on pourrait passer sur une tendance qui potentiellement devient baissière en mensuel. Donc en gros, rentrer ici, c'est si je clique sur le bouton, je dois être lucide que j'ai pas le droit de vendre sur ce niveau. Parce que si je vends ici, je vends potentiellement un bottom. Alors, à quel moment on va dipper, on ne sait pas. À quelle profondeur, et c'est ça qui est délicat, c'est que c'est jamais assez profond. Donc c'est pour ça que moi, j'essaie de me réexposer des fois par palier, parce que je sais pas où est le bottom dans la tendance, mais je vais essayer. Mais en tout cas, je sais que voilà, pour répondre, j'arrête ici. Je sais que je vais pas m'exposer ici, parce que m'exposer ici, c'est m'exposer potentiellement sur un top potentiel. Et même si demain ça monte, j'ai pas envie au moment où je clique sur le bouton de m'exposer sur un top potentiel. Mais ça demande un lâcher prise de, oui, le marché c'est pas moi qui le maîtrise, hein, c'est lui qui décidera ce qu'il fait demain. Voilà. Alors, c'est pas toi qui le maîtrise, le marché. Qu'est-ce qui fait qu'une crypto va exploser ou non? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une crypto qui prenne de la valeur? Alors, la réponse logique, ce serait de dire, il y a des mecs qui achètent, donc ça monte, il y a des mecs qui vendent, donc ça descend. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui que quand on dit, tiens, c'est le moment d'acheter du Bitcoin parce qu'il va monter à 200 000, des fois, ils se prennent des grosses secousses et qu'ils descendent fort. Mais qu'est-ce qui fait que une crypto monte? Franchement, ça c'est une question. Pour moi c'est que la psychologie des foules hein, dans tous les cas. Je le répète souvent. Qu'est-ce qui fait que des têtes de chiens ont beaucoup plus performé que des cryptos qui soi-disant sur le papier avaient plus de valeur fondamentale? Moi, je sais que ça plaît pas. Je suis pas d'accord avec tout le monde, mais je m'en fous. Hein. Je regarde le fonda. Voilà, ça j'en parle pas souvent. Je regarde le fonda, je m'y intéresse. Mais je constate aussi qu'il y a des choses qui fondamentalement des fois pour moi étaient meilleures et faut savoir pourquoi on est là en fait. C'est-à-dire que si c'est des frustrations intérieures de dire ouais mais mon fonda il était meilleur, l'autre c'est un idiot, il a acheté du Shiba Inu, du Dogecoin ou je sais pas quoi. Ouais mais l'autre s'il a fait x40 et toi que t'as fait x2 voire t'as perdu moins 70% parce qu'avec son Dogecoin il a su en plus prendre des TP, en profiter, comprendre c'était. Donc c'est assez, il faut savoir pourquoi on est là en fait, il n'y a pas de réponse, chacun se le juge avec soi-même. Hein. Est-ce que je suis là pour la tech et pour holder et avoir des cryptos, ou est-ce que je suis là aussi pour quand même gagner de l'argent avec mes investissements? Et qu'est-ce qui fait qu'une crypto va monter? C'est assez dur. Celui qui dit qu'il a la réponse là-dessus, c'est la loi de l'offre et la demande. Je veux dire, c'est qu'au bout d'un il y a un déséquilibre acheteur-vendeur, bon boum ça part. Et puis voilà, c'est pour ça qu'elle monte, c'est parce qu'il y a une force acheteuse et qu'au bout d'un moment ça part à la hausse. Mais moi, j'essaie aussi de me décorréler du fondamental et j'essaie d'accepter le fait que il y a des fois, je vois qu'il y a une psychologie de foule qui va naître sur un graphique. Tout simplement, ça passe haussier. Je vais gérer un risque. Et comme je dis souvent, moi, je suis pas là pour savoir quelle crypto va péter.
Donc en gros, chercher la crypto pépite. Je suis là pour m'intéresser aux fondamentaux, je les regarde bien sûr, mais je suis là pour mettre plutôt en place un processus de gestion de risque, de money management, qui fait que dans ce processus, à un certain moment, la pépite va tomber dedans, mais je ne sais pas encore que c'est une pépite. Et si elle se révèle pépite, ben c'est la cerise sur le gâteau, je la prends et je vais la money manager ensuite son évolution de manière différente, et je vais constater après coup, dire purée, ouais, c'était une crypto pépite. Mais moi, je sais pas dire avant c'est quoi la crypto pépite. Et celui qui sait, bon, bravo à lui. Ça sert plus à rien en fait. Chaque fois qu'il appuie sur un bouton acheter, il fait fois 1000 quoi. Donc moi, je sais pas. Et donc voilà, ça c'est des gros points moi de mon approche, c'est que je mets en place le processus, et dans ce processus, si une crypto pépite tombe, je la prends et je la manage et je la laisse courir de manière différente, plutôt que m'entêter à chercher la crypto pépite, parce que moi, je trouve qu'en termes de Pareto, creuser des fondamentaux pendant 3000 ans pour au final être déçu et finir par FOMO sur un Solana parce qu'il a pumpé de 3000%, c'est comme ça que ça se termine souvent. Bon, ok, je vais pas plus loin. Et qu'est-ce qui fait que des fois ça monte pas? Et ça, c'est un des troisièmes piliers de l'approche que j'ai. C'est pour moi, les marchés financiers, ce sont des jeux à somme nulle. Et c'est pour ça que on a des explications, enfin, que moi je perçois les explications comme ça. Pourquoi quand c'est tout le monde qui veut acheter, tout le monde veut acheter tout ça, pourquoi ça fait des tops de marché? Parce que pour moi, dans un jeu à somme nulle, celui qui a des grosses liquidités, ben bizarrement, et ça c'est pour des sources de liquidités, il est obligé de vendre. Il y a une question sur ça après, Antoine? Non, c'est très bien, mais c'est ça. Il est obligé de vendre, en fait, quand en face, il y a la liquidité en contrepartie qui veut acheter. Et donc, c'est pour ça que les tops de marché pour moi se font quand l'euphorie est là, parce que quand l'euphorie est là, il y a beaucoup de liquidités acheteuses, donc le gros il prend profit, c'est tout. Et pourquoi les bottoms se font dans des dépressions? Parce que les bottoms se font quand il y a des très mauvaises news, quand la majorité veut vendre, et quand la majorité veut vendre, si le marché stagne, c'est que la liquidité est absorbée, l'offre est absorbée, et le gros peut enfin placer sa liquidité à l'achat parce que la masse lui offre la vente, l'opportunité de vendre en face, voilà. Et les mecs, quand ils en ont marre et qu'ils vendent, c'est à ce moment-là que le prix monte et qu'ils se retrouvent justement coincés en bas. C'est le cas de pas mal de personnes. Et mais là, c'est très j'ai un difficile, exemple après qui est intéressant là-dessus. Je dis pas que c'est facile, c'est très difficile. Surtout quand tu n'es pas un peu habitué à ce type de choses. Et tout ça se passe sur plusieurs unités. C'est-à-dire que le marché, il est fractal. Bon, c'est un peu technique, ça, mais ça va se passer sur des gros niveaux trimestriels, monthly. Mais même sur du trading courte fréquence, sur de la petite unité de temps, on retrouve cette même fractalité. Parce qu'il y a des fois des micro-euphories qui se créent sur du 15-5 minutes. Ça distribue, puis ça réaccumule, ça distribue, ça réaccumule. C'est le jeu à somme nulle. Voilà. C'est pas le monde des bisounours, quoi. D'ailleurs, il y avait une petite question là-dessus, mais je vais y répondre rapidement. Est-ce qu'il faut regarder des chandeliers? Donc les bougies qu'on voyait tout à l'heure en jours, en semaines, en mois, etc. Comment on fait? C'est très simple. Si vous avez un profil plutôt investisseur, et c'est le cas de 99% des membres du Blast, il vaut mieux regarder des grosses unités de temps. Donc qu'est-ce que le prix a fait en monthly ou en trimestriel? Et ça permet de voir vraiment l'évolution sur un temps beaucoup plus long et sur quelque chose de beaucoup plus stable. Je peux faire un petit truc sur ça? Est-ce que le prix... Ouais, on a le temps ou pas? Excuse-moi j'ai 2 minutes pour un petit truc. Moi, pour l'investisseur, moi je regarde le marché long terme, c'est-à-dire 12 mois annuel, ce que ça donne. Alors s'il y a assez d'historique sur des altes, des fois on n'a pas l'historique, mais annuel pour savoir où on se situe. Est-ce que c'est sur le bear market par exemple? Est-ce que sur 2021, je partage l'écran, je vous le fais rapidement. Et ça c'est hyper important pour moi. D'ailleurs vous verrez sur ma chaîne YouTube, c'est pour ça que je vais pas élaguer, je commence toutes mes vidéos quasiment sur ça, sur les altcoins. En gros, je regarde, est-ce que le marché, par exemple, il y a eu un bull run comme ça je vais vous le passer en vert, très fort ici, non, ouais, voilà. Il y a eu un marché haussier, et après 2021, ça a été souvent le marché baissier. Mais il y a des altcoins, vous verrez, vous irez amusez-vous à aller le voir. Sur l'année du bear market de 2021, vous avez des alts qui ont fait ça. Vous en avez certains qui ont clôturé baissier comme ça et qui ont enfoncé le plus bas. Donc théoriquement, si on zoomait un semestriel ici, ça vous fait passer le semestre comme ça. Si vous voulez, vous avez un truc qui est passé baissier en semestriel. Il a clôturé plus bas. Donc, dans un marché baissier, on s'attend plus à buy les dips. On va chercher plutôt à vendre les rebonds. Mais ça n'empêche pas. Et ça, voilà. Ça, c'est très important. Je vous le dis, vous avez des alts qui n'ont pas tenu le bottom comme ça. C'est-à-dire qu'en 2022, ils ont enfoncé 2021. Et vous en avez qui ont tenu comme ça la clôture annuelle ou semestrielle, vous regarderez, qui ont tenu le bottom. Malgré le gros bear market qui se sont bouffés, ils ont tenu le bottom. Et c'est ce que je vous disais au début. Je vais pas manager les alts de la même manière. Un altcoin qui m'a fait ça sur du annuel et qui a tenu son bottom, sur la remontée ici,
par exemple en hebdomadaire. Voilà. Quand on va arriver dans cette zone charnière où je vous disais qu'on n'est pas Madame Irma, donc on va arbitrer, on va prendre des profits. Un altcoin comme ça, je vais le manager, je vais peut-être prendre 25%. Pourquoi? Parce que pour moi, comme il a tenu au-dessus de ma tête cette clôture semestrielle ou annuelle, pour moi, il est toujours aussi long terme au-dessus de ma tête. Donc, il devrait aller faire une découverte de prix, donc je vais peut-être laisser courir un peu plus de gains. Par contre, un altcoin qui, des fois, sur ma tête, m'a fait ça c'est admettons du semestriel, ben oui, je vais avoir peut-être un rallye haussier ici en weekly, et vous le verrez, il y a plein d'exemples. On n'a pas le temps, je vais pas y aller maintenant, mais du coup, ben, on est tous focus bien souvent en tant qu'investisseur sur une UT, tout ça. Les gens, ils vont voir le pump ici, là, celui-ci, en weekly, et ça, vous le retrouvez dans du 5 minutes, dans du 1 heure, tout est pareil. Hein. Bon. Et donc, ils vont regarder ici, ils vont dire, mais 25%. Eh ouais, mais c'est pas pareil. Là, tu es dans un rebond de marché baissier au-dessus de ta tête. Donc, on ne sait pas si ce truc va faire un nouvel ATH ou pas. On n'est pas Madame Irma. Par contre, on peut constater qu'à ce moment-là, ben, les deux paraissent pareils. Si on regarde ce mouvement-là, les deux vont paraître pareils. Pourtant, lui, je vais le manager différemment. Lui, je vais prendre 70%. Et lui, je vais prendre 25. Pourquoi? Parce que lui, il me dit que normalement, il devrait aller faire un plus haut. Et lui, il me dit qu'il s'inscrit dans un marché baissier au-dessus de sa tête et que l'objectif d'un marché baissier en vert, si je reprends ici, c'est de faire ça et d'aller bouffer le plus bas. Ouais, et donc, statistiquement, à droite, tu as beaucoup plus de chances voilà. de faire éclater. Mais par contre, si le marché vient me faire ça, et que là, il me refait une structure haussière comme ça, là, je vous dire, épaule, tête, épaule inversée. Et là, je vous parlerai peut-être d'un nouveau plus haut. Mais je regretterai pas d'avoir arbitré fort, parce qu'à l'instant T où je l'ai fait, je récupère de la liquidité parce que je constate que le risque est extrême. Ça, c'est hyper important. Voilà, c'est la troisième chose importante que j'avais à vous dire. Voilà. Top, ok. Ouais. Je comprends rien au graphique. J'ai pas le temps de m'y intéresser. Est-ce que le DCA, c'est une bonne idée? C'est une fausse bonne idée? Qu'est-ce qu'il y a? On en a déjà beaucoup parlé la Je dernière vais très fois. vite. On avait pris un gros 10 minutes là-dessus, mais bon, j'ai encore beaucoup de demandes sur le DCA. Ouais. Pas mal de mecs à qui j'ai déjà renvoyé la première vidéo. Mais si en 3 minutes, Ouais. tu peux me dire avantage, inconvénient du DCA. Basta. Alors, avantage. Les avantages, il y en a deux. Oui, c'est pour niveler un prix moyen. Non, ça c'est une caractéristique, on le sait. C'est pour niveler un prix moyen. Le seul avantage du DCA, techniquement parlant, en termes c'est d'être sûr de ne pas tout mettre sur un top de marché. Vous pouvez retourner la question, un top temporaire, moyen terme de marché. Vous pouvez retourner la question autant que vous voulez. Le seul avantage du DCA, techniquement, c'est d'être sûr qu'au moment où je vais mettre mon capital, oui, je vais me lisser un prix moyen, on le sait, ça tout le monde le sait. Mais je suis sûr qu'au moins, je suis certain que tout mon capital ne sera pas mis sur un top de marché. C'est tout. C'est le seul avantage du DCA. Parce que, attention, juste, je fais un disclaimer sur ça. Les gens disent, moi je m'en fous, ça baisse, je suis content, j'achète. Je m'en fous, ça monte, je suis content, j'achète. Oui. Mais ça, tu peux le faire dans un marché qui est haussier. Les gens sont très éduqués à la bourse qui monte depuis 200 ans. Et donc le DCA est très bon, oui, parce qu'on s'inscrit dans un marché boule. Dans un marché boule, on buy les dips, on buy, on s'en fout, ça monte. Mais les gens qui disent je m'en fous, ça baisse, j'achète et qui se précipitent, super, c'est les soldes, les gars, et que ça rigole. Ça marche parce qu'on est sur le Bitcoin ou on est sur les cryptos et que ça fait que monter. Mais faites attention, il y a des altcoins, comme je vous ai dit, qui sont passés bear. Et dans un marché qui est bear, le DCA, c'est une stratégie de merde. Pourquoi? Parce que vous êtes en train d'acheter un truc qui descend et qui creuse sous terre, en fait. Donc, en fait, vous nivelez votre prix moyen, mais ça baisse. Donc, l'avantage du DCA, c'est de ne pas tout mettre sur un top de marché. Mais attention, faites-le dans un marché qui structurellement, quand même, est haussier. Et le second avantage, c'est que t'as pas besoin de regarder les graphiques. Et donc, en termes Pareto, pour celui qui a vraiment pas le temps, il y a aussi cette tranquillité d'esprit de pas s'en occuper, quoi. Voilà. C'est les deux seuls avantages du DCA. Après, c'est tout. Je suis désolé. Les inconvénients, c'est que dans des marchés très volatiles, c'est très dur psychologiquement à tenir. Parce que on va passer par des moments où les gens disent non mais t'inquiète, moi si j'avais su, j'aurais acheté du Bitcoin en 2015 et j'aurais tenu, qui ont tenu avec tous les orages qu'on s'est pris, tout ça, et qui ne se sont jamais posé la question de vendre sur des bottoms, c'est faux. Ça paraît simple parce que ça c'est l'effet Dunning-Kruger. Quand on n'y est pas, on croit que c'est facile, et quand on le vit, c'est très très difficile psychologiquement de faire un x30 et de reperdre 90%. Donc attention au DCA, c'est pas la méthode miracle, mais c'est une très bonne méthode pour celui qui est lucide de ce qu'il fait. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de meilleure méthode ou pas. Il y en a deux, trois que je saute parce que pour le coup, tu as répondu à pas mal de choses. Comment utiliser un FIBO sans rentrer dans le détail?
Ouais. Donc Fibo, on parle de Fibonacci, bien entendu. C'est une méthode qui est pas mal utilisée sur des investissements et pour les investissements long terme. Toi, tu es Mm. très très fort là-dessus. Ouais. Tu l'utilises beaucoup en Ouais. swing invest. Mm. En termes de réflexion, j'ai aucune notion. J'utilise pas de Fibo déjà, tu vas Ouais. me dire. Ouais. Mais sinon, pour ceux qui commencent à s'y intéresser un petit peu, est-ce que tu peux nous donner une ou deux billes? Est-ce qu'on en parle après? Non, Dis-moi. mais je vais être très rapide. Est-ce que vous voulez savoir comment on l'utilise ou est-ce que comment on l'interprète? Bon, je vais je fais les Comment deux, mais tu je vais très vite. interprètes, mais les grosses lignes. Bon, Les grosses lignes. vous l'avez ici sur TradingView là, ok, retracement de Fibonacci, très bien. Vous cliquez une fois, vous tirez deux fois. Bon, vous pouvez le paramétrer, double-clic ici, et vous pouvez mettre vos niveaux de Fibonacci. Ok, il y en a plusieurs niveaux, je vais pas les détailler, etc. Moi, pourquoi je suis vert ici? Parce que je m'accorde à dire qu'en fait, un actif, quand il s'expanse, quand il va j'attends, pour l'investisseur, moi déjà, j'avais fait des vidéos, vous allez voir sur ma chaîne, comment DCA optimiser sur Ethereum, comment DCA optimiser sur Lana, comment, j'avais fait un DCA optimisé, on n'utilise qu'un outil, c'est le Fibonacci pour l'investisseur, c'est déjà très bien, sans s'embêter avec la structure, les W, le momentum, ok. Moi, pour moi, un actif, quand il part, tout ce qui sort des états, tout ce qui passe au-dessus du 0,618 sort des états d'investissement. Ok, tout simplement, pour moi, en gros, quand on dépasse le 0,618, on est dans une zone où, oui, ça peut aller plus haut, mais où le risque-récompense, pour l'investisseur est très risqué. Pourquoi? Parce qu'on se met sous le joug que si on revient au 618, ben, on prend une claque et on n'a pas la liquidité pour acheter. Donc, en gros, tout ce qui passe sous le 0,618, pour moi, est une zone d'invest, long terme, et je peux le démontrer avec Bitcoin, hein. Et tout ce qui et le 0,382 souvent c'est un niveau de continuation. Donc on y va juste ici simplement. Donc j'efface tout ce que je vous avais mis. En gros pour moi maintenant très long terme depuis le crash Covid à ici, tout ce qui était passé sous le 0,618 pour moi était une zone. Hein, Antoine d'ailleurs t'es là pour en attester. Hein, on en a longuement parlé ensemble à cette époque, hein, qui pouvait se DCA pour l'investisseur. Voilà. Mais par contre, moi, je suis pas d'accord pour continuer à DCA maintenant. Même si ça va plus haut. Pourquoi? Parce que le risque est extrême. Donc, c'est soit on revient dans cette zone et je vais redCA, soit on n'y revient pas et je DCA pas. C'est pas grave. Maintenant, j'arrive en retard. Le marché, il s'en fout de mon ego. Il est pas là pour satisfaire ce que moi j'ai envie. C'est à moi de prendre ce que le marché me donne à l'instant T. C'est pas pareil. Et donc, si on regarde tous les cycles, si on prend par exemple le premier, on peut s'accorder à dire que celui qui avait DCA sous le 618 à cet endroit, voilà, c'était pas une mauvaise idée, ok. Si on prend le second cycle ici, voilà, je prends le second, là, je me suis mis en log ici à ici, hop, j'enlève le logarithmique. C'était pas une mauvaise idée de DCA sous le 618 ici, ok. Voilà, et maintenant, moi, c'est pareil. Pas une mauvaise idée parce qu'à chaque fois, on voit qu'ils sont rentrés en position. Hein. On voit que ça a été sollicité. Donc, s'ils attendaient ces prix-là, ils sont rentrés en position. Voilà, exactement. Voilà, et donc ça permet de s'exposer dans un endroit où le risque est moins évident. Bon, même si, regardez, un bottom, tout à l'heure, je vous avais dit que c'était entre 28 000 et là, un bottom, et c'est le prix à payer dans les cryptos, d'ailleurs, faut pas rêver. Si on peut gagner beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de risques et de volatilité, que c'est difficile psychologiquement. Malgré tout, le bottom, il fallait être capable de le tenir sur une volatilité sur le bottom de plus ou moins 40%. C'est énorme, et je vous parle pas des altcoins, quoi. Voilà. Alors maintenant, à l'instant T, Bitcoin, son 618, il est à combien? Alors, le long terme pour moi d'investissement est ici, donc je vais essayer de trouver de la confluence souvent. Par exemple, on va prendre 618 là, c'est les 28 000, ok. Et attends, je vous le passe en plus gros. Voilà. Niveau, voilà. Et depuis l'affaire FTX, qui peut être aussi un point de référence, hein, tac, ici, voilà, on voit que le 618 est corrèle à peu près avec le 618 long terme, si on prend de ce point à ce point-là. Et donc, en gros, pour la faire simple, pour moi, pour de l'investissement, qu'on se comprenne bien, hein, pour de l'investissement, tant qu'on revient pas dans cette zone, je vais chercher autre chose. Il y a peut-être autre chose. Il y a des alts qui sont dans des zones où vous avez intérêt peut-être à investir. Ok. Pourquoi vous voulez à tout prix du Bitcoin? Vous avez raté les zones d'investissement, c'est pas grave. Merci. Ok. Super. C'est exactement ça. J'ai quelqu'un qui m'a dit, j'ai débuté en novembre 2023. Donc novembre 2023, faut pas oublier qu'on avait fait 140% sur octobre, hein, déjà, qu'il y avait une évolution énorme. J'attendais du Bitcoin à 30 000 $. Maintenant, je veux en acheter à 50 000. Est-ce que c'est trop haut? Oui, c'est trop haut par rapport à cette réflexion-là. Après, chacun fait ses choix, mais en tout cas, par rapport à cette réflexion-là, oui, c'est trop haut. Sinon, est-ce que je peux partir sur des altcoins? Donc, tu vois, c'est exactement la question qui avait été posée. Aujourd'hui. Vas-y. Non, excuse-moi, je veux pas te couper. Vas-y, continue. Aujourd'hui, c'est pas parce que sur un actif, ça devient soit trop risqué, soit trop cher de rentrer par rapport à l'actif en question, qu'on ne peut pas rentrer sur d'autres actifs. Oui. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de comprendre un peu comment ça fonctionne.
Rentrer aujourd'hui sur un Bitcoin à 50 000, c'est s'exposer à énormément de risques. Nous, on est rentré fort à 26, Oui, par là, toute cette zone notamment. d'accumulation, voilà. Donc, nous, demain, si Bitcoin descend à 40 000, on est encore très rentable. Toi, si tu l'achètes à 50 et Voilà. que tu descends à 40, tu vas pleurer. Mais ça demande effectivement un genre de lâcher prise. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui comprennent pas. Si demain il y a deux, trois bougies vertes qui se renquillent, ils vont dire, tu vois, tu m'avais dit qu'il fallait pas que. Et oui, mais parce qu'ils attendent en toi que tu lui dises ce qui va se passer. Et le problème, c'est C'est des que statistiques. c'est ça. Alors, un, c'est des stats, mais deux, et ce qu'on disait avant qu'on enregistre, la décision de ne pas acheter ici, malheureusement, et bon, ça, c'est pas pour prendre les gens de haut, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais après, tant pis, des fois, il faut faire les conneries pour s'en rendre compte. La décision de ne pas acheter ici, elle doit pas se juger à si demain on est là, ah, tu vois, t'es nul, pourquoi tu m'as dit qu'il fallait pas acheter? Euh, Par contre, si demain on est là, les gens ont la fâcheuse tendance à se dire putain, t'es un dieu, t'es vraiment très fort, quoi. Alors que pourtant, la décision de pas acheter ici, elle doit se juger à l'instant T. C'est-à-dire que c'est comme un peu quand je paye une assurance. Je répète souvent les mêmes trucs, mais c'est comme quand je paye une assurance accident qui me rendrait handicapé et dans l'incapacité de travailler. Je la paie pas parce que j'espère que ça va m'arriver ou pas. Je la paie parce que le risque, que si ça vient m'arriver, je la paie pour la tranquillité. Mais c'est un peu exactement pareil. C'est-à-dire que on souhaite pas devenir handicapé, mais pour autant, on sait que ça peut arriver. Donc c'est exactement pareil. Et en gros, qu'on soit là demain ou là, la décision, pour moi, est excellente de ne pas acheter ici. Voilà. Alors, ce que je voulais juste vous montrer quand je voulais te couper tout à l'heure, il y a deux trucs. C'est que vous voyez pour autant, donc Fibonacci, on continue sur ça. Investissement, c'est là, et le violet ici, là, pour moi, c'est un niveau ça de continuation. Alors, tant que la tendance est haussière, alors, ouais, mais du coup, on sait pas. Non, on sait pas. Tant qu'elle est haussière, ce niveau devrait tenir. C'est-à-dire que le niveau, selon Fibonacci, hein, des 0,382 devait tenir. Et c'est souvent, et c'est là qu'il faut bien comprendre la différence entre le swing trader et l'investisseur. En gros, l'investisseur, c'est soit il y est sur des positions où il a acheté dans des zones d'investissement et il capitalise dessus. Si ça continue, il est heureux, il le prend. Il se déleste, par exemple. Mais il continue de prendre les profits. Plus ça va monter et il est dans le game et il est content. Soit il y est pas et il fout ses mains dans ses poches et il attend. Il attend des nouveaux, mais peut-être que la nouvelle zone d'investissement, elle sera là. C'est-à-dire que on va monter et là je vous dirais, ok, rationnellement, maintenant elle est là. Ouais, mais c'est pareil, tu me disais qu'il fallait pas acheter à l'époque à 40 000. Oui, parce que le 40 000 de l'époque, oui, comptablement c'est la même chose, mais ici tu prends un risque 8 sur 10, ici tu prendras un risque 4 sur 10 ou 3 sur 10. C'est ça la gestion de risque. Donc il y a ça. Et le 0,382, c'est souvent un niveau de continuation. C'est-à-dire que si ça tient, il y a des setups de trading, de swing traders qui peuvent se prendre. Je rentre pas dans le détail là-dessus, mais en gros, c'est pour ça qu'il faut bien faire la part des choses et savoir ce qu'on fait. Parce qu'il y a des gens sur des chaînes qui vous disent il faut acheter ici, mais oui, parce que ce sont des chaînes de swing trading. C'est pas pareil. Et ils ont raison. C'était un niveau de continuation. On l'a vu sur certaines altcoins, etc. Il y avait des setups de swing trading ici, mais par contre, le swing trader, lui, si ça invalide, parce qu'il est pas mal à Mirma normalement, il sort. Donc c'est-à-dire que lui, son risque, il est point d'entrée ici, risque ici, si ça cache, je sors. Alors que l'investisseur, qui sait pas utiliser ses outils, qui va pas avoir le lâcher prise de sortir s'il est invalidé parce que lui, il veut investir long terme, Et qui ne veut pas se prendre la tête. il y a de fortes chances que si ça casse ici, il va pas sortir, il va holder. Donc si c'est pour holder ici, et donc du coup se bouffer potentiellement un moins 35 et que t'as pas le cash ensuite pour acheter plus bas, c'est complètement idiot. Mais on peut pas tout avoir. On peut pas être investisseur, pas maîtriser ses stratégies de swing trading, mais vouloir malgré tout avoir le gain d'un swing trader qui aurait raison de prendre la position de continuation ici. Et je conclue avec ce que tu disais tout à l'heure. Aujourd'hui, le marché il est haussier. La stat est avec nous, c'est bullish, donc on cherche à buy les dips, mais pour l'instant on peut pas. Par contre, on peut constater, ça, si vous connaissez peut-être cet outil, il y a un truc qui s'appelle la BTC dominance. Voilà, moi j'ai toutes les dominances des majeurs crypto, qui est en gros la part de market cap, la capitalisation, la part du gâteau que Bitcoin a dans la capitalisation totale du marché. Et là, on peut s'accorder à dire que la BTC dominance, elle est en décroissance depuis que les altcoins un peu sont nés. Là, c'est la grosse alt season, là où les altcoins ont pété en 2017. Ça, c'est l'alt season où les altcoins ont pété en 2021. Et donc, en gros, on arrive, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on arrive sur un point où on ne sait pas si Bitcoin, avec les ETF et tout, va changer le paradigme, peut-être, hein, et on va repasser haussier sur la Bitcoin dominance. Mais pour l'instant, on s'accorde à dire que ici, on est en train, sans rentrer dans le détail,
on est sur un niveau où, depuis l'affaire FTX, qui était à peu près ici, c'était dans Bitcoin qu'il fallait être. Antoine, tu te rappelles, on en parlait à cette époque, c'était difficile. Les gens voulaient des altcoins, là, ouais, les alts, ils ont été très frustrés parce que finalement, c'est BTC qui a mené la danse. Et oui, parce qu'on était sur le support de la BTC dominance. Donc, il y avait beaucoup plus de RR, de risque-récompense à aller dans Bitcoin. Et aujourd'hui, si j'ai raté du Bitcoin, c'est pas grave. Maintenant, c'est une question de patience. Forcez pas les choses. On arrive sur un niveau où on devrait commencer à ralentir sur la BTC dominance, c'est-à-dire que BTC devrait lâcher petit à petit de la capitalisation et l'argent devrait partir ailleurs. Et on commence d'ailleurs à le voir. Voilà. Je rentre pas dans le détail, sinon ça va faire trop long. Hein, mais, non, c'est bien. Par contre, donc j'ai eu une question, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, juste avant qu'on démarre. Il y avait déjà une dizaine de personnes. J'ai eu une question sur 2 actifs, sur FET. Est-ce que c'est le bon moment pour rentrer sur FET? Et sur SC, que moi personnellement je connais pas. Donc là, il nous reste un petit 5-10 minutes. Si on peut essayer de regarder un peu ces actifs-là, on te demande pas forcément les prix exacts, les trucs. La vraie question qu'on se pose, c'est est-ce que ça vaut le coup de rentrer maintenant tout de suite dessus? Est-ce que je m'expose pas à un risque un peu trop grand? Mais on va utiliser justement ce qu'on vient de voir, comme ça au moins ça sera clair avec le Fibonacci très simplement. Altcoin. Je vous avertis, c'est pas préparé, hein. C'est vrai en plus. Non, alors, bon, sur FET, bon, je suis sur FET. Coder la réponse déjà. Non, mais je suis sur FET. Rappelle-toi, on en parlait à cette époque, ici. Ok. Ouais. Et vous irez voir sur ma chaîne, vrai ou pas vrai. J'ai fait une vidéo quand on était par ici à l'époque. Donc il y avait c'était quand il y a eu la hype avec ChatGPT fin 2022, ça a pété tout ça, l'IA c'est l'avenir, tout ça. J'avais fait une vidéo, on était là. Et je vais faire ça plaît en plus aux gens en général quand je fais ça. Et j'ai fait une vidéo faite, oui, pour faire monter le reach de la chaîne YouTube, bien sûr, hein, parce que je le sais. Ouais, faites, IA, on parlait que de ça, il n'y avait que l'IA. Je disais aux gens, on arrive sur un niveau où on ne sait pas si ça va passer ou pas, mais on peut constater, comme je vous disais tout à l'heure, hein, avec Bitcoin un peu, on peut constater que le risque-récompense, on n'est pas sur un bottom. Donc, moi je disais, si vous en avez de là, commencez à arbitrer votre risque, prenez quelques TP, vous êtes certainement à 200-300% de bénéfice, payez-vous un peu, prenez. Parce que si vous achetez ici, et c'est la phrase texto que je dis sur la vidéo, vous vous exposez à un retracement potentiel de 75%. Je sais pas s'il va arriver, mais sachez qu'il peut arriver. Voilà. Et donc, ouais, t'es nul, t'y comprends rien, bon voilà. Ok. Bon, tant mieux, c'est pas que j'ai eu raison ou que je suis fort, c'est que le marché a juste fait ce qu'il fait souvent, il fait des retracements après des grosses hausses. Donc en gros, les niveaux d'investissement, là si vous voulez un peu utiliser le Fibo, à cette époque, gentiment, il valait mieux tracer son Fibo toutes les semaines, hop, et tout ce qui ne passait pas sous le 0,618, c'est-à-dire dans cette zone, on cherche même pas de l'achat. À partir de là, tu peux enclencher un DCA. Voilà, on y revient. Alors après, il faut être patient. Il faut dire, ouais, mais c'est nul. Et oui, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Les gens, comme on se fait chier un peu des fois, on a tendance à vouloir vite. Et oui, mais il faut être patient aussi dans l'investissement. Alors là, en termes de structure, celui qui sait un peu plus lire, mais je rentre pas dans le détail. Il y a une prise de liquidité ici. On voit qu'ici, il y a une grosse manip de marché. OK. Ou ceux qui aiment bien les figures chartistes, hein, épaule, tête, épaule inversée, ça confirme. Bon, là, on peut rentrer à nouveau. Par contre, ce que je voulais vous dire, voilà, c'est que là, ça y est, c'est terminé. On n'investit plus. Dès qu'on sort l'investissement, il était là. En gros, j'étais là. Si j'étais pas là, tant pis pour moi. 19 centimes à l'époque. 19 centimes, on est rentré. Bon. Donc, on continue. Ouais, t'es rentré par ici, ouais, 19, 20. OK. Bon, OK. Et là, maintenant, bon, mais tout simplement, allez, j'arrête le replay. C'était pour l'exemple. Voilà. Là, maintenant, mais clairement, je peux pas vous dire non parce que je suis pas conseiller financier non plus, même si j'ai très souvent raison. Je déconne, je plaisante, c'est pour plaisanter, mais il plaisante, mais c'est vrai. Non, mais faites-le si vous voulez, parce que un swing trader, si vous voulez, ici il y avait un point d'entrée en swing trading. C'est-à-dire que regardez, on va faire l'exemple avec le Fibo de tout à l'heure. Je fais le bottom ici. Je suis sûr on est sur un niveau de 0,382. Vous voyez, le niveau violet, il est là. Donc là, effectivement, celui qui a les compétences, il va passer en daily, et sur le niveau, il va essayer de voir s'il y a une structure de retournement. Sauf que lui, son risque, il n'est pas du haut en bas. Son risque à cette personne-là, il est de ce point-là, et il se couvre si finalement ça invalide. Donc si vous voulez, son risque à lui, il est là. Vous, en tant qu'investisseur, j'y reviens de suite, hein, puisqu'on est pour de l'investisseur, votre risque, il n'est pas là. Votre risque, vous allez le holder jusqu'au bottom. Parce que si vous prenez en mensuel, par exemple, un FET, voire un trimestriel, allez, en mensuel juste. Si vous le prenez en mensuel, hop, excusez-moi, j'ai enlevé mes indicateurs là. Si vous le prenez en mensuel, quand on était ici à cette époque, votre risque à vous en tant qu'investisseur, il était là.
Donc en fait, ça veut dire que si vous rentriez ici, vous à l'époque, il faut pas le regretter, vous vous exposiez à un retracement de 69. Donc c'était normal d'attendre là. On vous l'a pas offert, tant pis pour vous. C'est pas, tant pis pour nous, c'est pas grave. Et maintenant, en gros, ce que je fais, moi, tranquillement, je vais tracer ça. Tant qu'on revient pas, au moins maintenant sous le 618, au moins, hein, moi, je préfère même le 702, mais, sur les altes. Mais, tant qu'on revient pas là, j'investis pas, c'est tout. Donc, pour moi, c'est bullish, c'est haussier. C'est très paradoxal, mais c'est pas parce que c'est bullish et c'est haussier que j'achète n'importe où. Pourquoi? Parce que maintenant, ben, à tout moment, là, on se bouffe. Je vais passer en semestriel, par exemple. On est dans une tendance haussière semestrielle. On vient de faire un nouveau plus haut. Il y a de très fortes chances, et ce serait même logique dans la structuration du marché, hein, qu'on finisse par au bout d'un an faire un dip semestriel. Et là, on achètera. Mais le problème, c'est qu'un dip semestriel vous met dans un handicap de moins 60%. Et je sais qu'on a tendance à dire quand on est rentré, ouais, mais ça arrivera pas. Et le jour où ça arrive, ben, il n'y a plus personne, quoi. Donc faites. Ça fait 10 ans, ça fait 10 ans que vous vous intéressez pas aux cryptos, donc on n'est pas à 3 mois près. Autant attendre un petit peu, arriver Bien sur des sûr, bons prix d'entrée et gagner de l'argent avec cette histoire. bien sûr. Et Je t'ai coupé, je suis non, non, désolé. c'est pas Sur grave. SC, Siacoin, on va c'est le mieux. faire off. Ouais, on va le faire off Ok, caméra. ok. Comme ça, on va couper le Hmm. replay. Les amis, merci beaucoup à tous ceux qui regardent en replay. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, vous avez mon contact en direct. Ouais. Benjamin, merci pour toutes ces Je parle informations. beaucoup, désolé. Ouais, mais c'est Hmm. très sympa. Hmm. Merci beaucoup en tout cas pour ta dispo. Avec Et plaisir. pour ceux qui restent maintenant avec nous, il n'y a aucun problème. On peut échanger sur différents sujets. Si vous avez d'autres questions, on peut rentrer dessus. Et on va se faire Siacoin aussi. En plus, ça m'intéresse. Ok. Merci à vous. Bye, salut.